année à toutes et à tous. Pour cette première émission de l'année 2014, nous reviendrons sur quelques points d'actualité. Et pour ce faire, nous avons invité pour vous Monsieur Charles Bamana, qui est cadre de l'UDPS. Il est congolais de l'étranger, c'est-à-dire il vit en Angleterre, mais il est également juriste de formation. Monsieur Bamana. Bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien, je me porte bien. Alors, je vous ai présenté que vous évoluez en Angleterre, vous travaillez là-bas, mais vous faites également la politique, vous êtes au sein de l'UDPS. D'emblée, quand on parle de Congolais de l'étranger, on a une idée sur ceux qui font la politique, je ne dirais pas de la rue, mais une politique assez dispersée qu'on appelle les combattants ou le Bana Congo. Que pensez-vous de ce phénomène? Ce phénomène, eux-mêmes, ils s'appellent les Congolais de l'étranger, le résistant, ils s'appellent résistants. Sont les gens qui réclament quelque chose, sont les mécontents de la République. Donc, les combattants, les Bana-Congo, se réclament de résistants, ils font des marches, des protestations pour réclamer quelque chose. Donc, sont les mécontents de la République. Alors, que pensez-vous de ce phénomène? Ce phénomène est né à l'étranger, surtout partout à l'étranger, en Afrique, en Amérique, où il y a les Congolais. Ce phénomène doit être cadré, selon moi, je pense que c'est un phénomène à tort ou à raison, qui existe. C'est un fait social, un fait réel, donc il faut cadrer ça et discuter avec ces Congolais-là de l'étranger. Alors, vu qu'ils sont dispersés, il n'y a pas de chef de file de cette structure, vous pensez que leurs revendications seront entendues et prises en considération? Mais je pense, si les revendications sont fondées, pourquoi pas les écouter? Malgré qu'ils sont dispersés, qu'ils ne sont pas organisés, mais ceux qui réclament à tort, à raison et fondés quelque part, les écouter, amorcer des discussions, voir ce qu'ils réclament et ne pas perdre beaucoup de temps et les solutions seront trouvées. Mais puisqu'on s'appelle combattant, c'est-à-dire on est dans un combat, si vous venez dans un combat en ordre dispersé, vous perdez d'office? Mais ils disent que non, ils ne veulent pas avoir un leader, parce que les jours qu'ils vont avoir un leader, le mouvement va se disperser. Donc ils veulent évoluer dans la multiplicité, mais tout en gardant leur combat. Vous appelez ça multiplicité ou désordre? Ah, celui qui va entendre qu'il veut parler des ordres, il parle des ordres, mais eux ils disent qu'ils sont multiples, mais ils défendent une certaine cause. Alors, lors de concertation nationale, on avait besoin de combattants pour venir représenter cette structure-là. Il y en a quelques-uns qui ont pris part aux concertations. Alors, comment pense-t-il apporter une pierre à l'édifice au développement de la RDC? Pour ceux qui sont venus aux concertations, ou dans l'ensemble, madame? Les Congolais de l'étranger qui ont pris part aux concertations, ils ont pris part aux concertations au nom de tous les combattants. Je pense que ceux qui sont venus aux concertations, il y a ceux qui sont animés d'une bonne foi, ceux qui veulent amener quelque chose à la République. Il y a aussi ceux qui sont venus pour leurs intérêts égoïstes, parce qu'ils savent que le phénomène, quand il y a concertation, quand il y a dialogue au Congo, après, il y a partage des gâteaux. C'est pourquoi tu vois, ceux qui sont venus en vitesse, c'était pour, à tort, à raison, il y a ceux qui veulent contribuer à l'édification du pays et ceux qui veulent avoir part au partage du gâteau. Donc moi je pense, à mon humble avis, il faut faire la part des choses. Donc les écouter, qu'ils amènent leurs revendications, sont les enfants du pays. Ceux qui méritent, ils doivent travailler pour ce pays. Ce pays est vaste. Mais nous revenons quand même à cela. On va écouter qui, finalement, s'il n'y a pas de chef de file? Qui est-ce qu'on va écouter? Il faut écouter. À qui est-ce qu'on va poser la question? Moi, je pense qu'il faut aller à la source. Ces gens-là, quand même, ils ont des structures. Même s'ils n'ont pas un leader, ils ont quand même les gens qui les représentent. Les têtes d'affiche, les gens qui sont connus, les leaders d'opinion, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, il y a quand même les têtes d'affiche. Ce n'est pas un mouvement de haine? Ça dépend dans quel angle vous vous situez. De haine ou de jalousie? Les gens diront comme ça que peut-être sont les gens, la plupart, il y a ceux qui se sont bien intégrés, il y a ceux qui ne se sont pas intégrés. Donc si on se met d'un côté, on dira qu'ils ont la haine. Si on se met du côté de ceux qui sont bien intégrés, on dira qu'ils font de bonnes revendications. Donc ça dépend de ce qu'on veut avoir d'eux. Donc moi je pense que, en général, ces gens-là défendent une cause. Ils se réclament du Congo, donc ils veulent avoir part
au gâteau, ils veulent voir leur pays aller dans le bon sens. Donc moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faut aller vers la source, aller voir les vrais leaders de ces gens-là, les vrais leaders d'opinion, discuter avec eux, et les choses iront dans le bon sens. Ben voilà, vous êtes de l'UDPS, vous êtes cadre de l'UDPS. Que pensez-vous de la politique qu'entretient ce parti, celle de la chaise vide? Les autres parleront de la politique de la chaise vide, moi je parlerai de la politique de l'UDPS. Chaque parti a sa politique. À l'UDPS, c'est un parti qui défend l'idéal. Si l'UDPS ne se retrouve pas, madame, l'UDPS ne va pas aller entrer dans des concertations, dans des combines. Donc l'UDPS veut suivre sa ligne de conduite. L'UDPS est créé dans les années 80. Donc l'UDPS ne doit pas peut-être au jour au lendemain changer sa position. Donc l'UDPS doit défendre ses idées. Et dès que ces idées se retrouvent quelque part, l'UDPS sera à côté. Donc à l'UDPS, on est constant, on défend l'idéal jusqu'à ce que l'UDPS va voir les objectifs atteints. Mais alors qu'on dit de la politique est rationnelle, elle est dynamique. Que pensez-vous de cela? Ça sont les définitions des dictionnaires. La politique est rationnelle, la politique est dynamique. Mais la politique de l'UDPS, l'UDPS veut la politique réelle, la politique sociale, la politique qu'on parle du doigt. L'UDPS jusque-là ne voit pas sa politique retrouvée quelque part, parce que l'UDPS, c'est un parti qui défend le social. Et l'UDPS, s'il voit le peuple congolais en train de se rechercher, l'UDPS pense que ses objectifs ne sont pas encore atteints. Donc à l'UDPS, on ne perd pas le temps, on est constant, on est dans la bonne direction. Politique de la chaise vide, pour le moment, on ne peut pas parler de la chaise vide parce qu'il n'y a jamais eu la chaise pleine. Donc je pense à l'UDPS, laissons le temps au temps, et l'UDPS fait son combat non-violente, et la non-violence, ça paye. Donc ce que je peux dire, il n'y a pas de problème de chaise vide. Eh bien, depuis que l'UDPS entretient cette politique, est-ce qu'il a déjà eu gain de cause? Ça fait depuis Mobutu que l'UDPS entretient cette politique. Pourquoi il n'est pas dynamique? Le problème, ce n'est pas des dynamiques ou des quoi. Je pense que le problème qui se pose, c'est le problème de ce qu'on gagne en retour. L'UDPS s'est battu. Qu'est-ce que l'UDPS gagne en retour? L'UDPS a en gagné. Dehors du mythe qui entretient Tshisekedi. L'UDPS a gagné l'instauration de la démocratie dans ce pays, c'est déjà une grande chose. Si l'UDPS s'est battu pour le pouvoir ou pour le mangeoire, je pense qu'aujourd'hui l'UDPS ne sera pas là où il est. L'UDPS s'est battu pour l'instauration de la démocratie. Et le couronnement de tout ça, c'est la gestion de la chose publique. Donc pour le moment, l'UDPS va vers un combat qui est instauration de la démocratie. Et dès que cet objectif est atteint, je pense que l'UDPS va passer aux deuxième étape qui est la gestion de la chose publique. Mais les gens pensent, comme l'UDPS n'a jamais été au pouvoir, que l'UDPS ne gagne pas. Mais l'UDPS est en train de gagner beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Congolais sont libres. Aujourd'hui, les Congolais parlent, ils ont des partis politiques. Les Congolais parlent sur le plateau librement. Je pense que quelque part, l'UDPS a contribué aussi pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. C'est ça ce que nous avons gagné. Mais aller dans le sens que l'UDPS est en train de faire du surplace, je pense que c'est les gens qui ne comprennent pas le combat de l'UDPS. Voilà, le budget, parlons de social, la politique sociale qu'entretient l'UDPS. Le projet du budget 2014 a été déclaré recevable. Le projet du budget que le gouvernement en place a présenté a été jugé recevable. Que pensez-vous de ce projet qui remonte à 7 milliards de dollars? Et d'emblée, les billets devaient être recevables. Parce que si les billets étaient rejetés, je ne sais pas ce qu'on devait remplacer. Mais voyons qu'est-ce qui est le problème de fond. Le problème de fond, c'est 7 milliards de dollars pour un pays à la dimension d'un continent. 7 milliards dans d'autres pays, c'est le budget d'une commune ou d'une sous-région. Je pense que nous devons faire beaucoup d'efforts. Si nous voulons que le Congo soit un grand pays, nous devons travailler avec un grand budget, un budget à la dimension du Congo. Mais le budget de 7 milliards, c'est bon pour le départ. Mais nous devons nous demander, le Congo avec les ressources que nous avons, les ressources minières, tout ce qu'on a, et on ne parvient pas à maximiser les recettes pour avoir un grand budget. Donc il y a un problème quelque part. Donc nous devons faire des efforts pour que le Congo retrouve sa place.
Mais l'année passée, le budget n'était pas à ce montant-là, c'est-à-dire on a quand même maximisé les recettes, ne trouvez-vous pas? Mais le problème, c'est que nous voulons de ce budget-là. Si vous voulez un budget de 7 milliards, qu'est-ce qu'on peut construire avec 7 milliards? Dans d'autres pays, 7 milliards, c'est un chantier. Il faut commencer quelque part. Quelque part, mais le Congo a combien d'années aujourd'hui? 60 ans d'indépendance. Et nous devons toujours évoluer avec les 7 milliards, 5 milliards, 4 milliards. Nos voisins qui sont en face, ils ont quel budget? L'Angola. Et moi, je pense que le Congo doit faire beaucoup d'efforts. On dit de la comparaison qu'elle n'est pas raison. N'est pas raison, mais nous, les Congolais, nous devons nous remettre en question, madame, voir ce qui doit être fait. C'est bien 7 milliards pour le moment. Mais l'année prochaine, le Congo doit se remettre en question, chercher un budget qui doit lui permettre d'être un pays de la modernité. Si nous voulons un pays de la modernité, nous devons avoir un grand budget. Et pour avoir un grand budget, nous devons mettre nos ressources en marche. Donc, quelque part, il faut que ceux qui sont concernés mettent les batteries en marche et que les choses rentrent à la normale et nous aurons un bon budget. Mais pour le moment, on ne peut pas refuser. On peut se contenter de ce qu'on a, mais dans le futur, il faut avoir un budget digne de son nom pour un grand pays qui aspire à être un pays émergent. Voilà. Alors, je dis en début d'émission que nous allons revenir sur le point chaud de l'actualité 2013. Parmi le point chaud, il y a eu les concertations qui venaient de prendre fin il y a de cela 3 mois, au cours desquelles on a opté pour un gouvernement de cohésion nationale. Alors, d'après vous, pourquoi la mise en place de ce gouvernement tarde-t-il à venir? Mais comme je vous ai dit, le gouvernement traîne à venir parce que je pense qu'il y a un problème de cohésion. Les concertateurs, ils ont mis des bonnes idées. Maintenant, il faut mettre ça en application. On ne va pas faire un gouvernement pour le plaisir de le faire. Donc, c'est que je pense qu'il y a un problème quelque part, c'est un problème de cohésion retrouvée. Dès que la cohésion sera retrouvée, je pense que le gouvernement sera amorcé. Pour le moment, je pense que quelque part, il y a un problème avec ce qui s'est passé dans le pays. Je pense que ceux qui ont la charge de la chose, ils sont en train d'étudier tous les points possibles pour mettre un gouvernement. Mais ce gouvernement-là qui vient donner solution aux problèmes des Congolais. Alors, dans son fonctionnement, ce gouvernement de cohésion nationale, en quoi sera-t-il différent du gouvernement 1+4? Seulement, on peut parler seulement de vocabulaire. On parle de 1+4, de vocabulaire. 1+4, c'était la cohésion qu'on a symbolisée par 1+4 pour prendre toutes les tendances. Et aujourd'hui, on parle de la cohésion. Ça dit la même chose. Mais ce sont les gouvernements qui sont lancés sur certaines différentes périodes. Moi, je pense que ça représente la même chose, ça dit la même chose. Cohésion nationale, 1+4, sont des gouvernements qui sont lancés dans certains pays pour amener tout le monde ensemble. Ce sont les gouvernements, quand il y a la guerre, quand il y a un problème, on veut faire le gouvernement de cohésion nationale. Dans la pratique, je pense qu'il n'y a pas la différence. Cohésion, 1+4, ça dit la même chose, mais ce qui compte, c'est l'objectif, la finalité. Que le gouvernement nous amène quoi? La cohésion, qui nous amène la prospérité, la paix et la quiétude. C'est ça ce qui est poursuivi par la cohésion nationale. Mais aussi longtemps que ces histoires-là ne sont pas retrouvées, le gouvernement traîne à venir. Donc, laissons le temps aux initiateurs de voir tous les points possibles et nous donner le gouvernement à un moment venu. Alors, entre la cohésion des individus et des idées, d'après vous, que doit-on privilégier? Nous devons privilégier les deux, madame. Nous devons privilégier les idées et les individus. Ne pas aller avec les individus, les idées ne peuvent pas triompher. Donc il faut mettre tout ensemble parce que le pays, en Afrique, les idées ne triomphent pas encore. Donc il faut donner la chance à ces deux éléments, les idées et les hommes. Les gens qui défendent leurs idées, ils doivent être associés à leurs idées. Et ça peut marcher de pair. Exclure les idées, privilégier les hommes, il y a toujours un blocage quelque part. Donc, à mon humble avis, il faut amener les deux. Voilà, alors est-ce qu'on peut évoluer dans ce gouvernement, dans cette démarche-là, sans Tshisekedi et Kamere? Oui, mais le problème qui se pose, si vous parlez de Tshisekedi et Kamere en tant qu'individu, on peut les ignorer. Mais si on parle de Kamere et Tshisekedi en tant que leader d'opinion, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Parce que Tshisekedi représente une certaine opinion, Kamere représente une certaine opinion. Que tu aimes Kamere, que tu aimes Tshisekedi ou que tu ne l'aimes pas,
aussi longtemps qu'il représente une certaine opinion, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, pour moi, je pense que ça sera une certaine erreur d'oublier ces deux leaders d'opinion. Donc, Tshisekedi et Kamer, en tant que leaders d'opinion, ils sont incontournables. Tshisekedi, Kamer, en tant qu'individu, on peut les ignorer. Donc, pour moi, je pense qu'en politique, on compte avec les gens qui représentent quelque chose. Et ces gens qui sont invités à la table des négociations, et quand ils ne veulent pas venir, que doit-on faire? Mais on ne peut pas se fatiguer. Quand on gère la chose publique c'est quoi? Tu gères la chose d'autrui. Donc tu dois faire beaucoup d'efforts jusqu'à ce que ces gens-là viennent. On n'est jamais fatigué des efforts. Donc ce qui compte, on peut chercher... Qu'entendez-vous par faire les efforts? Les efforts, c'est quoi? On ne peut pas se limiter. Il y a beaucoup. On reconnaît des grands hommes d'État. Quand vous êtes invité aux concertations nationales, vous avez eu votre table qui est d'ailleurs restée vide. Kamere, pareil. Il a d'ailleurs été invité en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, mais il n'a jamais pris place. Ces efforts-là doivent être constitués en quoi? Quand vous parlez des efforts, l'invitation a déjà été donnée. Nous avons vu comment on a fait les efforts pour faire venir Tshisekedi. Il y a même eu l'implication du président du Congo-Brazzaville, mais ce dernier ne s'est jamais présenté. Qu'attendez-vous par faire les efforts? Mais madame, il y a les efforts dans tous les sens. La finalité, c'est amener ces gens-là, ces leaders d'opinion à la table des négociations. Le chef de la maison civile du chef de l'État est venu rencontrer Tshisekedi dans sa résidence à Limete. Qu'entendez-vous encore par faire les efforts? N'est-ce pas une forme de distraction que vous entretenez là? Mais ce n'est pas entretenir, mais ces gens-là représentent déjà un fait réel, qui est une réalité sociale. Donc nous devons fonctionner avec eux, les ignorer, mais les choses ne vont pas marcher. Mais comme je me répète encore, madame, ce qui compte, c'est la finalité. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Faisons tous les efforts, on n'est jamais fatigué des efforts. Cherchons ces gens-là. Faites-le comprendre le bien fondé de la chose publique. Je pense que ces gens-là, ils écoutent. Et on peut trouver les solutions. C'est là où il y a les hommes qu'on peut trouver les solutions. Les solutions se trouvent entre les hommes. Un homme qui ne trouve pas de solution, je pense qu'on ne peut pas l'appeler un homme. Donc les efforts doivent être faits. Donc on ne peut pas se fatiguer des efforts. Envoyons encore des émissaires, cherchons toujours toutes les possibilités, toutes les voies, amener ces leaders d'opinion-là à la table de négociation et les choses marcheront. Donc on n'est jamais fatigué. Voilà, le 30 décembre dernier, il y a eu des assaillants qui ont attaqué la radio-télévision nationale congolaise. Ils ont également attaqué l'aéroport international de Njili et l'état-major général de Kankokolo. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation qui a surgi brusquement? D'emblée, je dirais que ces gens-là, quelque part, je ne sais pas, à tort ou à raison, sont des mécontents. Mais les méthodes qu'ils ont utilisées, ce ne sont pas les méthodes promulguées dans notre Constitution. Ils ont utilisé d'autres méthodes, ils ont utilisé la violence. Ça peut être condamné. Mais revenons à leurs revendications. Ils n'ont pas revendiqué quelque chose de concret. Donc ce qu'on peut dire, les leçons que peuvent être tirées, que les gens qui manifestent, qui veulent revendiquer quelque chose à la République, doivent le faire selon le prescrit de la loi. Et de deux, ils doivent éviter la violence parce que la violence n'amène à rien. De deux, une leçon doit être tirée. Ces gens-là ont atteint nos symboles de la nation, le palais de la voix du Congo. Ils ont attaqué l'état-major. Ça sont les symboles de la nation. Je pense qu'une leçon doit être tirée. Nos services spécialisés doivent tirer des leçons parce que donc il y a fragilité quelque part. Quand les gens parviennent à intégrer même le symbole de l'État, donc il y a des questions à se poser. Donc les leçons doivent être tirées. De deux, laissons l'État aux services concernés de nous diligenter une enquête et de nous donner, de restituer la vérité à la nation. Et les leçons doivent être tirées pour ça. Voilà, l'année 2013 a été aussi l'année de la fin du M23. Alors, après la dissolution de ce mouvement, que reste-t-il à faire encore, d'après vous? D'après moi, la signature a été posée sur le papier. Sur le papier, le M23 a été dissous. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, il faut mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est quoi?
La guerre, on l'a fini pas par des signatures. Il faut maintenant continuer le processus. Le M23 a été vaincu. Est-ce que réellement M23 a été vaincu? S'ils sont vaincus, il faut maintenant chercher à faire disparaître M23. Intégrer ceux qui sont intégrables. Oui, allez-y. Intégrer ceux qui peuvent être intégrés et ceux qui peuvent être amnistiés. Ceux qui méritent la sanction de l'État doivent la recevoir. Et je pense que c'est ça le problème où nous sommes. Donc la République doit faire beaucoup d'efforts, finir le problème de M23. Ils ont signé les accords. Ils doivent continuer dans le bon sens de ces accords-là. Alors, quelle est votre opinion sur les documents qui ont été signés à Nairobi concernant les M23? D'aucuns parlent même de la partition du pays, que ces documents sont plus avantageux pour le M23 que pour le gouvernement tout entier. Mais je pense que, madame, en politique, nous parlons des intérêts. Pas d'intérêt, pas d'action. Le gouvernement congolais, à son temps, ils ont signé les accords à Nairobi. Je pense qu'ils étaient en position de faiblesse. Ils sont partis signer les accords. Mais la donne a changé et le gouvernement congolais se trouve maintenant en position de force. Moi, je pense que les contrats ou les accords ont été signés à son temps et la donne a changé. Si vous voyez le gouvernement congolais en train d'aller à pas de tortue, je pense qu'il se voit en position de force. Ce qu'il faut faire, que le gouvernement congolais revisite ces accords. Parce que s'il n'y a pas l'intérêt de la nation ou de l'État congolais, le gouvernement congolais n'avancera pas. Donc, en un humble serviteur, je pense que le gouvernement congolais doit signer, si les accords sont dans l'intérêt du Congo, ou soit demander seulement la révisitation de ces accords. Parce qu'on dit, en politique, pas d'intérêt, pas d'action. Ils ont signé au moment où ils étaient pas du tout favorables, et après la donne a changé, ils ont gagné la guerre, et aujourd'hui, je pense qu'ils sont en position de force d'imposer ce qu'ils veulent. Donc, que tout ça aille dans l'intérêt de la République. Mais voilà, on dit que la menace plane encore sur le Nord Kivu, vu qu'il y a eu assassinat du colonel Mamadou. Je voudrais savoir, qu'est-ce que savez-vous du colonel Mamadou d'abord? Le colonel Mamadou, c'est un officier de la République, c'est un fils de ce pays, c'est un officier qui s'est distingué dans sa bravoure. Ce que moi je peux retenir, c'est un officier, un militaire qui a fait son travail, que les gens ne cherchent pas à polémiquer, à dire c'est un officier qui a fait que son travail de militaire, son travail d'officier. Il a répondu à son serment. Et c'est ça ce que je peux retenir de lui. Le fait qu'il soit assassiné insinue qu'il y a encore la menace qui plane sur le Nord Kivu, parce qu'il y a quelques éléments d'enquête auraient déjà dit que c'est le CNDP qui ont lâchement assassiné le colonel Mamadou Nala. Mais nous ne pouvons pas aller... Qui aurait, c'est bien, ouais. Madame, parce que on n'a pas de preuves possibles pour condamner la CNDD ou que je sais encore. Moi, je pense que nous devons laisser le temps aux services spécialisés de faire les enquêtes et nous donner la vraie version des effets. Mamadou est tombé sur le champ de bataille. Nous devons respecter sa mémoire. Ce qui peut être fait est que la République ou le gouvernement congolais doit faire un effort de sécuriser cette zone de l'Est qui connaît beaucoup de soubresauts pendant beaucoup d'années. Alors, que faudrait-il faire concrètement pour qu'il y ait une paix définitive, durable et définitive dans ce coin du pays? Mais moi, je pense que la paix viendra de toute la République. Ce n'est pas seulement à l'Est où il y a un problème. Il y a un problème maintenant au Nord Katanga, par-ci, par-là. Avec les Kata-Katanga. Je pense que le problème est un peu généralisé. Moi, je demande aux dirigeants de la République de faire beaucoup d'efforts. Pourquoi il y a ces gens-là? Pourquoi il y a ces revendications? Donc, il faut faire toujours beaucoup d'efforts pour amener ces gens-là, ces fils de la République, à la table de négociation. Ces problèmes-là vont finir. L'Est est toujours une zone insécurisée. Mais on ne peut pas dire ça comme un état de fait. Ce qu'il faut faire, nous avons gagné la bataille. Et maintenant, il faut continuer maintenant dans le sens de pacification de l'Est. Nous avons gagné et la bataille et la guerre. Et la guerre. Parce que gagner la bataille est une chose, gagner la guerre en est une autre.
Mais la guerre n'est pas du tout, on ne l'a pas encore gagnée, mais c'est pourquoi je vous dis, on a gagné peut-être une partie de cette guerre. Parce qu'il y a encore des groupes armés qui sont là-bas, qui pilulent à l'Est. Les Maïmaï et les autres sont toujours des groupes néfastes pour la République. Ce qu'il faut faire, il faut aller dans le sens. M23 a été vaincu, ils ont signé les accords. On peut élargir ce cadre-là à d'autres groupes armés. Et l'Est va retrouver la paix. Donc tout ça peut se faire dans le cadre du dialogue, de la cohésion qu'on parle. C'est ça la cohésion même, la cohésion. La cohésion nationale demande qu'on s'oublie, qu'on se voie et qu'on... Les linges sales se lavent en famille. Je pense que c'est ça le problème. Les jours que ce problème-là sera résolu, l'Est du Congo trouvera la paix. Le Congo tout entier? Et le Congo entier. On ne voit pas seulement les menaces des gens de l'Est, mais il y a aussi le problème des ventres. C'est une menace aussi. Quelqu'un qui ne mange pas, il est menacé. Moi, je pense que c'est un problème généralisé. Allons toujours dans le sens des efforts, qu'on ne se fatigue pas, et je pense que les choses iront mieux, et la solution sera définitive. Alors, un autre succès de 2013, c'est aussi l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, si nous allons dans ce sens-là, est-ce que vous pensez que la communauté internationale est prête à aider la RDC? Mais la fameuse communauté internationale, ces gens-là, ils viennent seulement quand il y a leurs intérêts. Il y a les gens qui se remettent toujours à la communauté internationale. La communauté internationale, elle est communauté quand elle voit ses intérêts. La communauté internationale voit tout ce qui se passe dans notre pays. Mais pourquoi ils ne trouvent pas, pourquoi ils ne font pas beaucoup d'efforts pour nous donner la solution comme dans d'autres pays? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? Pourquoi chez nous à l'Est ça traîne? Moi je pense que la communauté internationale, elle voit que c'est ses intérêts. Donc mettre beaucoup d'accent sur la communauté internationale, c'est peut-être ignorer le principe de pas d'intérêt, pas d'action. Ces gens-là, ils viennent quand il y a leurs intérêts. Et nous-mêmes, nous devons d'abord compter sur nos propres efforts, faire la cohésion nationale, et nous pouvons triompher. Et avec l'accompagnement de la communauté internationale, parce que c'est devenu comme une marque déposée de la politique. Toujours, on se réfère à la politique, à la communauté internationale. Mais comptons d'abord sur nous-mêmes, et cette communauté-là viendra nous accompagner, tant bien que mal. Parce qu'on voit dans d'autres pays, au Mali, il y a la communauté internationale. La guerre a été finie dans quelques temps, on voit en Centrafrique. Mais pourquoi chez nous, ils posent toujours des problèmes? C'est pas d'intérêt. Donc il faut compter sur nos propres moyens. Et la communauté internationale et les étrangers viendront en aide. Voilà, autre point marquant de l'année 2013, c'est le recensement de la population qui a été opté lors des concertations nationales afin de bien organiser les élections à venir. Alors, c'est dans plus ou moins 2 ans qu'il y aura l'organisation de prochaines élections. Alors, vu les contraintes, vous pensez que cela sera-t-il possible? Mais s'il y a la bonne volonté, on peut organiser les élections dans 6 mois. Ça ne pose pas un problème. C'est une question de bonne volonté. Dans 6 mois, c'est-à-dire vous faites allusion aussi au recensement de la population. Je pense que ce qui manque, le problème se pose au niveau des financements. Alors qu'au Sénégal, un pays qui est suffisamment avancé en démocratie ici en Afrique, a pris 3 ans et demi pour recenser sa population. Vous pensez que chez nous, ça se fera en moins de 6 mois? Mais c'est ce que j'appelle volonté politique. Si on a la volonté, on peut organiser les élections dans 6 mois. Ça ne pose pas un problème. Je vous renvoie au cas du Mali. Le Mali, c'est un pays qui sort d'une guerre. Mais ils ont organisé des élections dans moins de 3 mois. Vous voyez la taille du pays, la superficie de la nation. Le problème, c'est des volontés politiques. S'il y a la volonté, on peut disposer les moyens qu'il faut. Parce qu'on nous parle de 300 millions de dollars. Mais le Congo ne peut pas manquer 300 millions de dollars pour organiser les élections. C'est question de volonté. Si on veut les élections dans ce pays, dans une année, on peut les avoir. Si on veut les élections, on veut le recensement, on peut le faire. C'est question de volonté politique. On va disposer les moyens qu'il faut et les élections vont avoir lieu. Mais vu les choses comme les choses sont en train d'évoluer, ça sera un peu difficile parce qu'on nous parle de moyens, on nous parle de financement et les questions restent posées. Je ne crois pas que... Ça, c'est à mon humble avis. Ça risque de poser les problèmes pour qu'on ait des élections dans les échéances établies. Donc ce qu'il faut, c'est la volonté politique et les choses iront dans la rapidité. Mais l'UDPS se sent déjà prêt pour affronter les prochaines élections? Mais l'UDPS a encore un contentieux qui n'est pas encore résolu.
À l'UDPS, il y a un contentieux électoral, donc le contentieux n'est pas encore résolu. L'UDPS alors que nous sommes à 2 ans de prochaines élections générales. C'est pourquoi on appelait, je vous remets toujours, madame, au principe de la cohésion. Si la cohésion est retrouvée, nous aurons de bonnes élections. Donc, les efforts doivent être fournis pour qu'il y ait de bonnes élections, les élections acceptées par tous, et il n'y a pas de problème de courir. L'UDPS a son problème de contentieux électoral qui n'est pas... Admettons que nous arrivons en 2016, excusez-moi, et qu'il y a eu... tout est allé, enfin je dirais pas mieux, mais on est quand même arrivé à organiser les élections. L'UDPS ne se présentera pas parce qu'il avait encore de contentieux de 2011. Mais on ne peut pas déjà prédire ce qui va arriver en 2016 parce qu'on est encore en 2000. Mais quand on est organisé, on prévoit toujours. Hein? On prévoit toujours. C'est ça, c'est que moi je vous dis, à l'UDPS, le problème là... Si jamais l'UDPS se présentait aux prochaines élections 2016, c'est qui serait le candidat? Est-ce que vous avez déjà pensé au congrès de l'UDPS pour désigner un autre candidat? Pourquoi pas en dehors de Tshisekedi? Si ça ne marche pas avec lui, ça peut marcher avec une autre personne. Mais le problème, ce n'est pas d'échanger les candidats. Le problème, à l'UDPS, c'est un parti qui est organisé. Je pense que c'est l'unique parti qui est organisé peut-être au Congo. Peut-être, je dis peut-être. L'UDPS ne manquera pas de candidats. Aussi longtemps que M. Tshisekedi est là, il n'est pas encore déclaré inapte, Tshisekedi est encore toutes ses facultés. Je pense aussi longtemps qu'il est... Il faudra attendre qu'il soit déclaré inapte, puisque vous êtes un parti démocratique. Mais c'est ce qu'on dit. Donc vous pouvez organiser un congrès, le deuxième du parti depuis 30 ans, et désigner un autre candidat, voir un peu avec un autre si ça peut marcher ou pas. Mais si c'est lui qui sera encore... Et peut-être que c'est question de fil, il y a question de fil indien, on ne sait jamais. Essayez avec une autre personne. Les problèmes ne se posent pas. Tshisekedi, je ne pense pas qu'il sera lésé pour autant. Non, mais les problèmes ne se posent pas pour les personnes, c'est les principes. À l'UDPS, on fait le congrès et le candidat est élu ou est désigné. Nous pouvons encore rentrer en 2016 ou 2020, Tshisekedi sera encore réélu. Aussi longtemps qu'il a encore la confiance de son peuple et de son parti, je ne vois pas comment on peut l'écarter ou quoi. S'il y a un candidat potentiel, à l'UDPS, c'est la démocratie. Vous pensez qu'il maintient la même confiance qu'il avait en 90 ? Mais maintenant, la cote est maintenant élevée. Tu sais qu'il y a toute la confiance de son peuple. C'est ce que je pense, et toi-même tu le vois. Vous faites des statistiques. Mais on voit la politique, on voit ce qui se passe dans la population, ce qui passe sur le terrain. On voit que Tshisekedi est encore là. Les gens déclarent Tshisekedi mort, fini. Vous ne vous faites pas des illusions? On ne se fait pas des illusions, madame. On voit que la politique elle est active. On voit l'UDPS, on voit Tshisekedi en mouvement. Pour le moment, il est là. Je ne vois pas quelqu'un qui peut... À moins comme on dit, l'UDPS est un parti démocrate ou un parti démocratique. On n'empêche pas personne de déposer sa candidature. Tu amènes ta candidature, si tu es élu, tu seras désigné. Et tu peux amener ta candidature et tu seras battu. Mais je ne vois pas qui peut battre M. Tshisekedi dans le parti pour le moment. Je ne vois pas. Je ne le vois pas. L'UDPS, pour le moment, fonctionne bien avec M. Tshisekedi. Donc, ce problème-là ne peut pas être posé. Voilà, il a été relevé aussi aux concertations nationales une mise en place d'une nouvelle administration électorale. Que pensez-vous? Mais dans tous les pays du monde, moi je pense que l'administration électorale doit être neutre. Ça doit être une administration de techniciens. Si nous voulons des élections apaisées, libres et transparentes, il nous faut une nouvelle administration qui n'est pas politisée. Je pense que si on met des germes de politique là-dedans, ça va créer toujours des problèmes un jour. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faut une administration de techniciens, de technocrates, les gens qui sont indépendants, qui n'ont pas de penchant d'un côté ou de gauche ou de droite. Et si ces gens-là sont à la commande, je pense que nous aurons de bonnes élections. C'est ça ce que nous pouvons faire, les efforts toujours de la République pour amener ce pays ici sur la marche de la mondialisation des pays, des pays émergents. Donc il faut nous amener les gens neutres qui n'ont pas de coloration politique. Et ces gens-là vont diriger bien les élections parce qu'ils n'ont rien à réclamer. Mais si vous mettez les gens de l'opposition, les gens du pouvoir, ces gens-là ne s'entendront jamais. Et ils travaillent pour les intérêts de leur parti propre, respectif. Donc il faut chercher les gens neutres, technocrates comme on appelle, apolitiques. Et ces gens-là peuvent nous amener une bonne administration comme les concertateurs l'ont proposé.
Voilà, on va revenir petit à petit à l'actualité puisque nous avons épuisé le point chaud de 2013. Bientôt, la loi sur l'amnistie sera votée au cours de la session spéciale en cours. Alors, si on va amnistier les M23, que pensez-vous de Coutinho Fernando, de sa situation? D'emblée, je dirais que Coutinho, d'abord, c'est un fils de ce pays. Il a purgé sa peine. S'il y a amnistie, il y a, je pense que Coutinho, le cas de Coutinho, d'abord, ça ne demande pas l'amnistie. Coutinho a purgé sa peine. Dans d'autres pays, si quelqu'un s'est bien comporté, je n'ai pas le rapport carcéral de M. Coutinho, mais je pense qu'il est bishop, je pense qu'il s'est bien comporté dans sa cellule. Il devait être relâché et aller continuer sa peine comme liberté provisoire à la maison ou que sais encore. Si amnistie il y a, il peut être amnistié, mais il a déjà fait une grande partie de sa peine. Je pense qu'on devait quand même avoir pitié de lui et le remettre en liberté. Mais du côté du pouvoir, on dit aussi que le cas Coutinho n'est pas un cas politique. La plainte a été déposée par un collègue pasteur à lui, pasteur. Donc on ne peut pas associer ça avec la politique, ça n'a rien à voir. Vous êtes de même avis? Je peux dire que je suis de même avis parce que Coutinho, son cas, comme on dit, acceptons ce que la justice avait décidé. Coutinho, on ne peut pas l'associer avec l'amnistie politique, l'amnistie générale, mais il a déjà purgé sa peine. Comme il a déjà fait une partie de sa peine, il devait être remis en liberté provisoire. Mais c'est pourquoi j'accepte avec les politiciens qui pensent. Mais ces politiciens qui pensent aussi le contraire, que ce monsieur a passé les 3/4 de sa peine, a purgé les 3/4 de sa peine. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il voit les dispositions de la loi. Et là, il ne sera pas associé avec l'amnistie. Mais en tant que Congolais, il y a les gens qui disent à raison qu'il est un détenu politique. Donc quand on veut la cohésion, quand on veut la paix, on ne va pas voir qui a fait quoi, on amnistie tout le monde et la quiétude vient et la volonté de travailler ensemble renaît et les choses marchent. C'est ça la cohésion nationale. Donc moi je pars dans le sens que M. Coutinho, si on voit son cas du côté légal, il devait être remis en liberté, soit provisoire, ou commuer sa peine, ou si on voit ça dans le cadre politique, il peut aussi bénéficier de l'amnistie parce que c'est un fils de ce pays. Et si on fait l'amnistie, c'est parce qu'on veut la cohésion nationale, on veut que tout le monde se retrouve et que le pays marche ensemble. Voilà, dans 2-3 jours, nous allons commémorer la mort de Patrice Emery Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila qui ont respectivement totalisé 53 ans et 13 ans dans l'au-delà. Alors d'après vous, que reste-t-il encore de leur combat politique? Mais leur combat est encore inachevé. Le Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila sont des fils de ce pays. Ils ont donné leur vie pour ce pays. Moi, je pense que ces gens-là, ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont laissé cet héritage. Et ceux qui se réclament de Mzee, ceux qui se réclament de Patrice Emery Lumumba doivent continuer la lutte. Ils doivent continuer la lutte jusqu'à l'aboutissement de l'idéal de M. Lumumba, à l'idéal de ce que réclamait Mzee Laurent Désiré Kabila. Moi, je pense que la lutte n'est pas encore finie, que ces gens-là ne soient pas oubliés, que leur combat continue. Parce qu'on a vu quand Lumumba était présent, où les gens étaient avec lui. Et quand il est parti, on n'est pas avec lui. Mzee est parti, les gens se réclament kabilistes, les gens se réclament lumumbistes. Mais qu'est-ce qu'ils font de ça? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont exemples de Mzee? Est-ce qu'ils sont exemples de Lumumba? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc continuons la lutte dans le sens de ce que ces deux messieurs-là, ces deux leaders d'opinion, réclamaient. Donc on ne peut pas les oublier. Ce sont les enfants de ce pays, les grands fils de ce pays, que l'histoire n'oubliera jamais. Voilà, on est arrivé à la fin. Un mot peut-être sur le combat que mènent nos compatriotes de l'autre côté du pays, puisque c'est là que vous viviez. Bien que vous ne soyez pas combattant. Hein, moi, je ne suis pas combattant. Moi, je suis un acteur politique de l'UDPS. Moi, je suis dans un parti politique. Mais le combat de l'UDPS, quelque part, trouve la jonction avec le combat des soi-disant Bana Congo ou combattants. Moi, je pense que ces gens-là
Mais comment peut-on les classer? Ils sont de l'opposition, ces Bana Congo. Mais ça dépend de quel côté tu te retrouves. Il y a aussi des puisqu'ils traitent de collabos tous ceux qui font partie, qui sont proches des institutions de Kinshasa. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas des collabos. Il y a des gens qui sont dans la diaspora, qui fréquentent, qui collaborent avec si tu collabores avec les institutions de Kinshasa dans le bon, on ne t'appellera pas collabo. Tu deviens collabo ou tu es un traître, quelqu'un qui veut aller à l'encontre de la lutte de ces gens-là. Moi, je pense que les combattants ne sont pas contre ceux qui viennent entrer en contact avec le gouvernement de Kinshasa ou les institutions de la République. Si tu viens dans le bon sens, je pense que les combattants, il y a les gens qui viennent et qui rentrent, qui ne sont jamais inquiétés. Mais il y a les autres qu'on soupçonne peut-être, ce sont les gens qui jouent un double jeu pour faire taire la lutte des combattants. Et ces gens-là, ils se retrouvent sur les traces des combattants, les soi-disant Bana Congo. Moi, je pense que le problème ne se pose pas. Les collabos, ça dépend de quel côté vous vous retrouvez. Il y a aussi des combattants peut-être qui veulent que les choses aillent dans le bon, même les combattants du pouvoir qui veulent que les choses aillent dans le bon. Tous, ils ne sont pas de l'opposition. Et dans certains cas, ils ne tolèrent pas l'opposition de foi. Ces gens-là, ils se réclament des résistants. Donc, ils veulent que les choses marchent dans leur pays. Donc, ce qu'on peut faire, les écouter, voir les revendications, et ceux qui sont à la commande, qui voient un peu le problème de la cohésion, et le pays rentrera sur les marches. Ne se fatiguez pas pour faire les efforts, et c'est dans les efforts qu'on va trouver le réconfort. Le réconfort, c'est ça ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de magie. Donc ne suivons pas les prophètes de malheur qui veulent dire ceci, cela, la cohésion, c'était non. Il y a des flatteurs qui veulent que les choses soient comme ils sont là, pour qu'ils se retrouvent, mais dès que la cohésion est retrouvée, ils ne vont pas se retrouver. Donc ce qu'on peut faire, les efforts dans la diversité pour que les choses marchent. Et si les choses marchent, la République triomphe et demain c'est le développement et l'émergence vient. Et le Congo sera classé parmi les grands pays forts du continent, pourquoi pas d'Afrique. Et on va retrouver notre place d'antan. Moi je pense que c'est ça ce que nous devons faire. Voilà, un mot sur la gestion du pays durant 2013. Est-ce que les efforts ont été suffisamment conjugués? Il y a des efforts. Je pense que dire qu'il n'y a pas des efforts, c'est être peut-être de mauvais goût ou de mauvais, animé d'une mauvaise foi. Moi, je pense qu'il y a des efforts. Si on voit quand même le pays, il y a les efforts dans tous les sens, mais ils ne sont pas assez. Donc, le Congo mérite des efforts. Nous avons besoin des efforts. C'est un grand pays. Nous avons besoin des efforts, doubler nos efforts pour que les choses aillent. Ce qui a été fait en 2013 n'était pas mal, mais nous devons nous inspirer de ce qui a été fait en 2013 pour que 2014, qu'on puisse doubler les efforts pour que ça aille de l'avant. Donc, reconnaissons quand même que quelque part, on a fait quelque chose, ça n'a pas été assez, mais 2014, nous devons faire davantage. Et le Congo ira toujours de l'avant. Les niveaux, ils voient ce qu'ils ont fait, mais cette année, ils doivent se remettre en question. Parce qu'on sait qu'à la fin de chaque année, les gens renouvellent de vœux. Donc, ceux qui ont fait quelque chose, à tous les points que ce soit, on ne dit pas seulement au niveau de la hiérarchie, mais on peut faire les efforts à tous les niveaux. Même au niveau de la commune, même au niveau du quartier. Ne demandez pas de la hiérarchie de venir au quartier faire les efforts. C'est ça le comble dans notre pays. Donc, à tous les niveaux, si tu as fait des efforts en 2013, essaie de doubler ces efforts-là en 2014, que les choses marchent. Et ce qui triomphe, c'est la République, ce n'est pas nous. Il ne faut pas se voir, il faut voir seulement la République. Et on parlera de toi dans l'histoire, comme on a parlé des Lumumba, des musées. C'est ça ce qui compte. Moi, je pense que les efforts dans la diversité, être humble, les choses iront de l'avant. Voilà. Tout le monde appartient à la République, il n'y a personne. Le Congo est vaste. Le Congo est vaste de 2 345 mètres carrés, comme on nous a enseigné. Mais on a besoin, le gâteau est grand. Donc il faut associer tout le monde. Et il y a des espaces verts, il y a beaucoup de trucs. Je pense que le Congo a besoin de tout le monde et les choses iront de mieux en mieux. Voilà. Monsieur Bamana, oui. Merci beaucoup. Merci, madame, pour l'interview. D'accord. Je reçois pour vous ce soir Monsieur Bamana Charles. Je disais en début de l'émission, il est cadre de l'UDPS, mais c'est un Congolais d'étranger qui évolue de l'autre côté de l'Angleterre. Monsieur Bamana est également juriste. Alors nous nous retrouvons très prochainement, c'est-à-dire le mardi prochain à 20h30 pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonne année.